Avez-vous suivi les 7 premiers épisodes sur la qualité de vie au travail? Le sujet vous intéresse? Connaissez-vous l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et ses représentations régionales, les ARACT? La démarche QVT ou QVCT, le climat social, le contenu du travail, la motivation au travail, la performance de l'entreprise, mais aussi le capital humain, l'égalité professionnelle, le management participatif, sont autant de thématiques que vous découvrirez en visionnant cette série de causeries du management. Pour l'heure, il est temps d'établir une synthèse de cette grande thématique du management moderne, de la QVT à la QVCT. Alors restez avec nous, nous en parlons tout de suite. Et oui, nous sommes heureux de vous retrouver pour poursuivre cette série sur le management et la qualité de vie au travail avec le docteur Jean-Noël Amato de l'ARACT qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour poursuivre cette grande série sur la qualité de vie au travail. Bonjour, docteur Jean-Noël Amato. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode qui risque peut-être un peu de dépasser le timing, mais je voulais revenir sur les 7 premiers épisodes qui ont été enregistrés par mon collègue et ami Thomas Jacot. Voilà, donc on va aujourd'hui rebalayer chacune des grandes thématiques de la qualité de vie au travail. Alors, n'hésitez pas à retourner voir effectivement ces premiers épisodes qui vous avaient été proposés par Thomas Jacot, donc psychologue du travail à l'ARACT, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si la thématique vous intéresse ou si d'autres thématiques de notre chaîne vous intéressent également. Voilà, et nous vous en remercions par avance. Alors, docteur Jean-Noël Amato, donc effectivement, nous allons essayer en moins de 45 minutes, donc ça va être un challenge, de rebalayer l'ensemble de cette thématique, de faire des petits rappels, et puis de conclure et proposer des solutions aux entreprises, aux personnes qui nous regardent, pour améliorer cette question de la qualité de vie au travail dans les entreprises et les organisations en général. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en introduction de cette série et comme rappel préliminaire? Alors, comme rappel préliminaire, on peut peut-être revenir sur finalement qu'est-ce que la qualité de vie au travail et j'en parlerai de plus en plus au cours de cet épisode, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie et conditions de travail, QVCT. Donc la qualité de vie au travail, c'est ce qu'on peut voir en ce moment à l'écran. Donc c'est les relations de travail, le contenu et l'organisation du travail, la santé au travail, compétences parcours, égalité professionnelle et puis management participatif. Ça, ce sont les 6 grandes thématiques de la QVT. Et puis, sur ce slide, on peut voir également en fait quelques indicateurs de chacune de ces thématiques. Par exemple, pour le contenu et l'organisation du travail, il faut aller voir si les fiches de poste sont à jour, si l'organigramme est ajusté et réalisé. Pareil sur sur la santé au travail qui était l'objet de l'épisode numéro 4. Du coup, on peut voir qu'un des indicateurs, c'est la réalisation et la diffusion du DURP. Et donc, on reviendra au cours de cet épisode sur détailler tout cela. Alors, voilà, je crois que vous êtes assez satisfait puisque nous sommes partenaires pour la production de cette émission entre l'Université de la Réunion et l'ARACT Réunion. Et donc, vous souhaitiez quand même faire un petit rappel sur les épisodes précédents. Alors, tout à fait. Je me suis permis de faire un petit graphique sur qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Donc, on peut retrouver là, en ordonnée, l'ancienneté des publications des différents épisodes. En abscisse, on va avoir les différents épisodes. Donc, l'épisode numéro 1, qui était un épisode un peu généraliste sur la qualité de vie au travail. Et puis les 7 épisodes suivants qui sont un épisode par thématique que je viens de vous présenter. Et du coup, on peut voir aussi la taille des différents points représente le nombre de vues. Donc en moyenne, il y a 3500 vues par épisode. Et on a l'épisode numéro 4 qui était sur la santé au travail et sur le document unique d'évaluation des risques professionnels qui a fait 13 000 vues. D'accord, donc qui est l'épisode à succès. L'épisode à succès de cette série. Évidemment, comme elles sont disponibles, l'ensemble de ces vidéos, en permanence, de façon gratuite, sur YouTube, sur Canal U et sur Facebook, eh bien, vous pouvez les revoir à votre guise.
Alors, Jean-Noël Amato, revenons maintenant sur eh bien, la démarche, cette fameuse démarche QVT, QVCT. Qu'est-ce qu'on peut rappeler, puisque tout ça a déjà été vu, mais justement, là on essaye de faire une petite synthèse de ces éléments. Donc c'est une démarche qui s'est faite en 4 étapes et qui du coup donc 4 étapes pour chacune des thématiques. La première étape, ça va être un peu la préparation et le cadrage de la démarche. Qu'est-ce qu'on va venir mesurer, comment on va venir le mesurer. Étape numéro 2, le diagnostic, l'état des lieux. On ne part pas de zéro dans une entreprise, donc qu'est-ce qui a déjà été mis en place ou qu'est-ce que l'entreprise souhaiterait mettre en place. Et puis, du coup, une fois qu'on a ce diagnostic, on va pouvoir expérimenter des différents points de la qualité de vie et des conditions de travail. L'expérimentation, en fait, c'est sur un secteur bien particulier ou sur un service spécifique. Et après, l'idée, c'est de diffuser et pérenniser cette expérimentation. Donc, mon prédécesseur Thomas Jacot avait présenté, pour illustrer l'expérimentation et la phase d'évaluation, en fait, l'expérience d'Elton Mayo dans les années 30-40 aux États-Unis, qui est une expérience assez intéressante et relativement connue, où en gros, lorsque des personnes sont au courant qu'elles font partie d'une expérience, elles vont essayer de donner le meilleur d'elles-mêmes, ou en tout cas de répondre à ce qu'elles imaginent que l'expérimentateur peut attendre d'elles. Et donc là, du coup, Elton Mayo s'était intéressé sur la performance de petites personnes qui fabriquaient des ampoules électriques. Et du coup, il avait dit, à mon avis, la baisse de performance vient de l'environnement de travail. Donc il avait pris un certain nombre de candidats et il les avait mis dans un atelier expérimental. Et dans cet atelier expérimental, en fait, il a fait varier les conditions de travail et l'environnement. Et en fait, il s'est rendu compte, par exemple, que les personnes pouvaient continuer à travailler même à une température de 9 degrés. Aujourd'hui, on sait qu'une baisse de performance apparaît dès qu'on est à 16-17 degrés. On considère qu'il fait froid et du coup, on a du mal à... Alors, ce qui est important à noter, effectivement, parce que l'idée, c'est de comprendre qu'évidemment, là, ils sont dans une situation particulière d'une expérimentation avec une motivation spécifique pour réussir, en gros, l'expérimentation. Mais dans des conditions réelles de travail, si on baisse la température ou qu'on la monte à 35 degrés ou qu'on change les conditions de lumière, là, ça a un impact fort sur la productivité, la motivation. Carrément. Sur la température, aujourd'hui, les normes, c'est 16 degrés minimum jusqu'à 25 degrés maxi. Au-delà, on considère qu'il fait trop chaud. Alors après, chose surprenante, c'est que depuis que je suis à La Réunion, en fait, 25 degrés, c'est un peu la température quotidienne. Oui, mais en fait, on s'ajuste. Et maintenant, sur La Réunion, les difficultés commencent à apparaître à partir de 35-36 degrés l'été. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, dans le secteur du BTP, en janvier-février, il y a une fermeture des chantiers puisque il fait vraiment les conditions sont ultra trop chaud et donc on ne peut pas les faire bosser ou ce serait... Alors vous souhaitiez, alors ça c'est vraiment les expérimentations classiques qui ont été faites dans la recherche en psychologie du travail et sur le management, on va dire, à l'époque où on cherchait à monter la productivité. Vous êtes intéressé à quelque chose de plus moderne, de télétravail par exemple? C'est ça. C'était justement Thomas qui, pour illustrer chacune de ces phases-là, était parti sur la pérennisation et la diffusion du télétravail. Et donc du coup, nous à l'ARACT Réunion, on a mis en place un petit carnet de bord sur le télétravail, donc qui permet en fait d'avoir un certain nombre d'indicateurs et de pouvoir suivre la performance de télétravail et puis aussi d'avoir des retours sur la satisfaction des salariés sur le télétravail. Un petit point à préciser concernant le télétravail, ce ne sont pas des postes qui sont éligibles au télétravail. C'est pas parce que je suis chargé de mission que je peux faire forcément du télétravail, tout comme d'autres... en fait, en gros, c'est dire aussi, finalement, le boulanger peut faire du télétravail, comme le boucher ou n'importe quel autre artisan. Le boulanger, à partir du moment où il va être chez lui, sur son ordinateur, à commander de la farine pour son entreprise, cette activité, c'est du télétravail.
et donc tout le monde peut faire du télétravail. C'est pas éligible à des postes. Oui, c'est ça, ça dépend de l'activité en fait. En réalité, Voilà. c'est vrai que lorsqu'on est face à la clientèle, à servir effectivement bien des produits, c'est difficile d'être en télétravail. Par contre, pour les commandes, c'est possible. Voilà. Voilà. Donc vous avez ici, on peut télécharger ce document sur votre site avec des préconisations, l'accompagnement. Vous parlez d'accompagnement des mutations. Voilà. Et ce tableau de bord est gratuit. Il est facilement téléchargeable. Et qu'est-ce que l'entrepreneur peut en faire, par exemple, de ce tableau de bord? Ça va l'aider à quoi Alors, en fait, aujourd'hui, le télétravail doit faire l'objet d'une charte télétravail. Et donc, ce tableau de bord, ça va pouvoir aussi lui permettre de connaître quelles sont les activités dans son entreprise qui peuvent être télétravaillées et quels sont les salariés qui font le plus souvent tel ou tel type d'activité, donc qui pourrait être mis en télétravail. Un petit point quand même concernant le télétravail. Depuis 2021, les préconisations de la médecine du travail, c'est d'arrêter le full télétravail, donc le 5 jours par semaine de télétravail. En gros, la médecine du travail dit mais l'être humain est fondamentalement sociable et il a besoin de retrouver ses collaborateurs et ses camarades au moins un jour par semaine. Donc aujourd'hui, la plupart des chartes télétravail, c'est 4 jours maximum. Les chartes grand luxe, ça va être 3 jours et du coup 2 jours, alors bien souvent le lundi et le vendredi. Voilà un peu pour encadrer la semaine et puis 3 jours de télétravail. Bon, j'imagine que la littérature de recherche sur le sujet est prolifique. Hein. C'est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations managériales d'aujourd'hui. Il y a un basculement, on l'a vu, il y a une révolution clairement avec notamment la période épidémique que nous avons traversée où le monde a basculé effectivement dans une autre forme d'organisation du travail. Et donc effectivement, et je pense qu'on aura l'occasion, puisque cette saison redémarre, et donc on aura l'occasion, j'imagine, d'approfondir peut-être tous ces sujets, entre autres. Alors, avec plaisir, notamment sur le télétravail, du coup, un petit peu de teasing et un petit peu de publicité. Du 17 au 19 octobre 2023, à La Réunion, à Saint-Denis, se tiendra le congrès de la SELF, c'est la Société d'ergonomie de langue française, et j'y fais une communication orale justement sur le télétravail et 2 enquêtes que j'ai réalisé sur le télétravail en 2022. En janvier 2022, lorsque le télétravail était obligatoire et sur... j'ai oublié le nom. Il y avait la pandémie, le confinement. Voilà. Donc janvier 2022, il y avait un confinement où tout le monde, le télétravail était devenu obligatoire. Et puis j'ai refait la même enquête en septembre et octobre 2022. Et cette fois-ci, l'entreprise avait eu le temps de mettre en place une charte télétravail. Et du coup, je vais y montrer la différence de perception des salariés sur ces activités de télétravail en fonction de si c'était obligatoire ou si ça a été négocié. Si c'était négocié après, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs périodes, effectivement, et les entreprises ont dû s'adapter. J'en profite aussi pour préciser aux personnes qui nous regardent que nous avons déjà aussi fait des émissions avec des chercheurs en management de l'université sur cette question du télétravail, du technostress, donc c'est complémentaire effectivement de ce dont on parle aujourd'hui avec le professeur Alain Cuqui, Chantal Furer qui ont proposé des belles émissions sur le sujet aussi sur notre chaîne. Alors du coup, j'en profite pour rebondir. On avait vu que le télétravail, s'il avait été négocié, il se passait mieux que s'il était obligatoire. Cette négociation, elle se fait à travers justement le climat social, très bien. Qui était l'objet du premier épisode des causeries sur la qualité de vie au travail. Donc relations de travail et climat social, avec par exemple donc l'organisation de réunions, l'ambiance de travail, la qualité des temps de lieu de pause, etc., etc. Et du coup, Thomas Jacot avait présenté du coup cette petite pyramide qu'on peut voir à l'écran. Et en gros, l'idée c'était le climat social a un impact sur la performance globale de l'entreprise
Et l'impact sur la performance globale de l'entreprise peut se mesurer par vraiment trois indicateurs qui sont du coup la performance économique, la performance sociale et puis la satisfaction au travail, c'est l'indicateur du milieu. Donc plus ces indicateurs de performance vont augmenter, plus la performance globale de l'entreprise va être positivement influencée. Et du coup, pour qu'elle soit positivement influencée, comme on vient de le voir, la performance sociale, donc c'est la santé et la satisfaction au travail, et pour la mesurer aussi, voilà, il faut mettre en place un petit comité qualité de vie au travail qui va permettre en fait d'avoir les remontées terrain et des expressions des salariés. Et c'est ça, le climat social, c'est du coup prendre en compte l'ensemble des collaborateurs. Donc Jean-Noël Amato, ça se mesure le climat social? Ça peut se mesurer, en effet, avec des différents outils. Alors je vous le présenterai tout à l'heure, le GPS, qui est alors c'est pas le Global System Positioning, mais c'est gestion des perspectives sociales. Très bien, donc ça c'est pour effectivement annoncer ce dont vous parlerez tout à l'heure. Alors cette notion de performance, on le voit, elle est quand même très très liée à cette question. Un des grands axes, c'est la performance sociale, donc le climat social, dont vous souhaitiez... Est-ce qu'il y a d'autres choses à aborder sur cette question de votre point de vue? Oui. Notamment sur le dialogue social, c'est ça? Voilà, comment il s'amorce et quels sont ses effets. Et donc pour ça, Thomas avait cité une étude de la DARES publiée en 2020, qui s'appelle du coup Dialogue social et performance. Et en gros, cette étude met surtout en avant que le dialogue social, pour qu'il ait un impact positif, il faut qu'il soit constructif. Mais à partir du moment où on réussit quand même à mettre tout le monde autour d'une table, il y a déjà des premiers effets qui apparaissent. Le dialogue social constructif, c'est l'idéal, mais même un dialogue social un peu dégradé, à partir du moment où on arrive quand même à le maintenir, il peut faire progresser l'entreprise. Comment est-ce que vous intervenez par exemple sur cette question du dialogue social dans les entreprises? En effet, il y a moyen d'intervenir et du coup, c'est ce qu'on appelle le dispositif d'appui aux relations sociales à réseau, qui est un dispositif qu'on utilise à la RACT Réunion. C'est un dispositif facilitateur en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour d'une table et c'est aussi un dispositif qui va venir cadrer ce dialogue social et donc on va venir faciliter et accompagner les différents acteurs de l'entreprise et jusqu'à présent sur le dispositif à réseau on a eu des bons retours et ça permet vraiment de rendre autonome l'entreprise et puis qu'elle puisse pérenniser et continuer à faire progresser son dialogue social et son climat social. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà effectivement de présenter un certain nombre de connaissances sur comment une entreprise va fonctionner, comment elle va améliorer ses performances, vous proposez des outils. Oui, à chaque fois, on a différents petits outils pour chacune des grandes thématiques de la QVT. Alors, un des grands axes par ailleurs, là je crois que vous allez vraiment insister là-dessus, c'est le contenu du travail. Alors, en effet, le contenu du travail, donc c'est vraiment un des axes prioritaires c'est marqué, la priorité numéro 1 de la démarche qualité de vie au travail. Alors du coup, c'est pareil, le contenu du travail, en fait, il y a plusieurs caractéristiques qui viennent s'enchaîner. Et du coup, hop, on peut le voir ici à travers ce tableau. Donc c'est un modèle qui date des années 80, mais qui reste toujours d'actualité. Donc le contenu du travail, il devient positif quand il y a le sens du travail, lorsque les salariés ont un certain niveau de responsabilité et puis quand il y a du coup reconnaissance de leur travail. Donc les différentes caractéristiques, ça va être la variété des compétences qui sont mobilisées au cours de la journée, avoir un travail un peu varié. L'identité du travail, c'est vraiment la fonction, ce que je fais, ce que j'aime faire. La signification du travail, comment je perçois, est-ce que mon travail a une utilité, est-ce que il a de l'importance à mes yeux, et ça va venir vraiment générer ce qu'on appelle le sens du travail. Et puis,
En dessous, on retrouve l'autonomie et les feedbacks. Ce qu'il faut bien retenir sur ce modèle-là, c'est l'effet un peu de multiplication. En gros, le sens du travail, c'est facile de le générer. Mais par contre, l'autonomie, si les personnes n'ont pas d'autonomie, donc si on a une autonomie qui serait égale à 0, eh ben c'est comme si on multipliait 0 fois sens du travail, ça fait 0. Et donc, du coup, le sens du travail et la motivation interne ou externe vont venir complètement se dégrader. Et ça va être pareil pour les feedbacks avec la reconnaissance ou la connaissance des résultats effectués. S'ils sont à 0, ça fait 0 fois sens du travail et hop, on vient à nouveau diminuer la motivation. Juste pour venir compléter un petit peu le propos, dans les vidéos précédentes de Thomas, en fait, il fait souvent référence à la motivation intrinsèque. Donc c'est vraiment ça, hein, ce qui est marqué à l'écran, motivation interne au travail. Et cette motivation intrinsèque, en fait, elle a été développée par Deci et Ryan. Alors, ce sont deux chercheurs américains. Le premier modèle de motivation intrinsèque, c'était 1985. Le modèle le plus abouti, ils l'ont publié en 2002 et c'est vraiment le modèle auquel on se réfère à l'heure actuelle. Et du coup, c'est un modèle qui va reprendre aussi un peu ce tableau. En fait, Deci et Ryan vont parler de motivation intrinsèque, donc la motivation interne de soi, mais aussi la motivation extrinsèque, motivation externe, qui sont justement les feedbacks et la reconnaissance des salariés. Donc très très important. Alors c'est vrai qu'on se pose souvent la question, finalement là on a un modèle qui est clair, qui est simple. En fait, ce qui est surprenant, on l'avait déjà souligné, c'est l'effet multiplicateur entre les différents éléments de ce modèle. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un des éléments à 0 pour qu'effectivement la motivation tombe à 0. Tous les managers devraient connaître ça. Oui, alors est-ce que tous les managers sont formés au management ? C'est ça la question. Donc, donc c'est à méditer. Dans tous les cas, lorsque vous intervenez, j'imagine que ce sont des éléments que vous présentez. Oui, complètement. Bon, d'où la nécessité effectivement d'avoir un minimum de base lorsqu'on est amené à des fonctions pour accroître, ne serait-ce que si un entrepreneur, si une organisation souhaite accroître sa performance, se poser la question effectivement de comment effectivement amener la motivation et donc connaître les rudiments. Éviter de faire des erreurs en tous les cas. Et bien souvent, on peut le constater, j'imagine que vous êtes vous-même témoin d'erreurs de fond sur l'organisation. Oui, enfin, même moi j'en fais. Hein. Oui. Et du coup, ça me permet de rebondir. Hein, tous les managers devraient connaître ça, mais on a mis à disposition, pareil, des outils à l'ARACT pour permettre d'avoir une influence positive sur le contenu du travail. Hein. Donc, on a les 10 petites questions sur la reconnaissance au travail. Hein. Donc, les fameux feedbacks, comment éviter qu'ils arrivent à 0. Voilà, la reconnaissance au travail. Et puis, sur l'autonomie, on a un petit guide qui est réussir la participation des salariés, les nouvelles formes d'organisation du travail. Donc voilà, on va pouvoir accompagner les entreprises et les managers pour que ce modèle puisse les aider à se mettre en place. Encore une fois, donc des outils que vous proposez sur cette question des nouvelles formes d'organisation du travail. Donc c'est toujours aussi intéressant de constater que vous ne restez pas dans la théorie. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, vous nous l'avez annoncé, il y a un des sujets très très importants qui a fait le top du box-office des différents épisodes, c'est la santé au travail dans la démarche QVT. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut rappeler là-dessus? Alors, c'est tout à fait ça. Donc, la santé au travail, et l'épisode avait eu beaucoup de succès, donc 13 000 vues, et il avait été beaucoup orienté sur la réalisation et la diffusion du document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est un document obligatoire dès un salarié. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, du coup, sont allés voir la vidéo. Et du coup, donc, Thomas nous avait fait une présentation vraiment excellente du DURP, hein, comme un véritable outil de management de la prévention. Je reviendrai juste quand même en apportant deux petits compléments d'information sur ce DU. En fait, deux points qui sont importants, et un des points les plus importants, c'est les plans d'action.
L'ANACT a publié, alors le livre est un petit peu vieux, mais il reste quand même d'actualité, un ouvrage sur la prévention des risques professionnels et sur lequel on peut voir du document unique au plan d'action. Et c'est vraiment ça qui va permettre de prévenir la santé des salariés. Quelles actions on met en place pour prévenir leur santé. Il y a différentes dimensions de la santé d'ailleurs. Voilà, les différentes dimensions de la santé. Et du coup, pareil, pour mettre en place ces différents plans d'action, il faut savoir où est-ce qu'on va les appliquer. Et pour les appliquer, du coup, l'ANACT, pareil, a développé une petite vidéo de 4 minutes sur identifier les unités de travail. Donc l'unité de travail, c'est essayer de voir comment on peut découper l'entreprise de façon géographique. Par exemple, si on prend une grande surface, il y aurait l'unité géographique parking, l'unité de travail parking, l'unité de travail caisse et l'unité de travail rayon. Et du coup, les salariés peuvent passer parmi ces 3 unités de travail. Alors après, elles vont majoritairement être en caisse pour les caissières. Les responsables de rayon sont plutôt dans les rayons. Et puis, finalement, sur le parking, ça va plutôt être les livreurs qui vont aider les personnes à ranger le matériel dans le coffre. Et donc, ces unités de travail, en fait, c'est vraiment la base du découpage du DU. Et ça permet, en fait, d'identifier à quels risques vont être exposés chacun de ces salariés en fonction de où est-ce qu'ils agissent et où est-ce qu'ils travaillent. D'accord, donc là c'est vraiment, on est dans une logique de prévention et donc d'identification des risques professionnels divers et variés. Donc sur encore un document. Alors c'est une petite vidéo de 4 minutes gratuite et qui est vraiment, moi je l'ai utilisée un nombre de fois incalculable. En fait, à chaque fois que j'ai accompagné des entreprises sur les DU, c'est la première vidéo que je leur montre en disant ok, maintenant... Donc le fameux DURP, et ensuite regardez cette petite vidéo pour déjà commencer par se sensibiliser à cette question de la santé au travail. C'est ça. Alors, mais au travail, évidemment, on parle de l'humain, on reparle de l'humain, et donc on parle de capital humain. C'est ça. Les unités de travail, c'est des salariés dans l'entreprise. Et du coup, on va reparler du coup de leur parcours et de leurs compétences et du coup du capital humain. Alors pour ça, on se base sur un petit modèle qui avait déjà été présenté par Thomas lors de l'épisode numéro 5 du coup. Un modèle qui date de 2020. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que le capital humain, il se développe sur les interactions entre les personnes et puis l'entreprise. Et il y a vraiment il y a surtout 4 éléments qui vont venir structurer ce capital humain. Donc c'est l'engagement dans l'entreprise. Dès que la personne est recrutée, le parcours d'accompagnement dans les premiers mois, dans les premières semaines a un impact positif. L'investissement dans la formation, en fait l'idée c'est de le faire progresser et si un individu progresse, l'entreprise progresse également. Les pratiques d'encadrement, donc le management va venir aussi avoir un impact sur les personnes. Et puis finalement, les 2 facteurs les plus importants, c'est l'expérience que va acquérir le collaborateur et puis son agilité au cours de son expérience de travail et dans son environnement de travail. Alors ce capital humain, il est au cœur aussi de la performance, c'est-à-dire qu'en agissant sur l'ensemble de ces dimensions, eh bien, on va réussir à avoir des personnes, des acteurs dans l'organisation qui vont être performants, engagés, motivés, productifs, etc. Pleinement. Alors vous avez choisi, juste une petite remarque, vous avez choisi donc deux petites illustrations issu d'ouvrages, effectivement. Quel est le lien entre le capital, tel que vous le présentez, capital humain, et évidemment, là on voit, ce sont des images, vous avez choisi, c'est un ouvrage de Karl Marx, Le Capital, que tout le monde connaît, évidemment. Alors, c'est ça. Du coup, pour le jeu de mots avec le titre, mais c'était surtout pour les illustrations. En fait, je trouvais intéressant de voir le petit être humain tout en haut de tout un tas d'environnements matériels. C'est aussi l'environnement de l'entreprise. Et puis, la deuxième image, l'ombre qui s'agrandit. Et du coup, pareil, le capital humain, l'idée, c'est de le faire s'agrandir. Donc, c'est plus pour le visuel
que pour vraiment le contenu ou la... Enfin, j'ai rien contre la pensée marxiste, hein, mais... Voilà, donc pas de lien. Donc l'idée, c'était effectivement d'illustrer Voilà. avec les images qui étaient effectivement très illustratives. Alors, donc ce capital humain, eh bien, j'imagine que vous avez encore, parce que vous êtes habitué, vous avez des documents, vous avez des... Donc, quel type de documents proposez-vous pour cet accompagnement? C'est ça. Eh ben, il y a eu un numéro spécial de la revue qui a été publié, donc la revue des conditions de travail, hein, qui a été publiée par l'ANACT et les différentes ARACT, et qui reprend du coup le travail, le parcours et la prévention de l'usure professionnelle. Donc, comment accompagner des entreprises sur notamment la mise en place de leur parcours, la gestion des compétences, etc., etc. On peut retrouver dans cette revue, qui est téléchargeable et gratuite, un ensemble d'informations qui est mise à disposition. Sûrement très très intéressante. N'hésitez pas à aller consulter. Alors la question qui, évidemment, on parle d'humain, est souvent la question de l'égalité professionnelle. C'est ça. Donc l'égalité professionnelle, hein, donc il n'y a pas que la conciliation vie pro vie perso, même si c'est très important, mais il y a aussi du coup l'équité entre les collaborateurs, hein, hommes-femmes, l'âge, le handicap. On parle beaucoup d'inclusion de nos jours, c'est un terme très à la mode, ça en fait partie finalement. Ça en fait partie, complètement. Alors nous on va un peu plus loin à l'ARACT, on va parler en fait d'égalité intégrée. L'inclusion, finalement, ça reste un petit peu de la discrimination positive. C'est, regardez, j'ai 2 handicapés dans mon entreprise, je les ai inclus. L'idée, c'est d'aller vers vraiment de l'intégration complète. Naturelle, quoi. Enfin, voilà, et qui n'a même plus besoin de... donc, du coup, l'égalité professionnelle intégrée, c'est quelque chose qui est vraiment en cours de changement chez nous, puisque depuis 2022, hein, donc on est en avril seulement, c'est devenu une thématique transversale à l'ARACT et dans les différentes ARACT et à l'ANACT. Et l'idée, ça va être d'intégrer le plus régulièrement possible et le plus souvent possible ces problématiques d'égalité professionnelle dans l'ensemble de nos démarches. Donc il y a ça, et puis du coup, Thomas avait présenté ce qu'on appelle l'index d'égalité. Alors on peut le voir sur ce petit schéma. Dans l'égalité professionnelle, il y a le système de rémunération et les avantages sociaux qui sont pris en compte. L'index d'égalité professionnelle repose principalement sur ce paramètre-là, mais en tout cas, c'est déjà un bon outil pour pouvoir commencer ou démarrer une démarche d'égalité professionnelle. Il faut bien démarrer par un point ou par un autre. Il existe à l'ANACT un petit outil pour réaliser son diagnostic d'égalité professionnelle. Alors, diagnostic qui repose quand même principalement sur la rémunération. Hein. On peut le voir, donc ça donne un score sur 100 points. 40 points sont accordés aux écarts de rémunération hommes-femmes, les écarts d'augmentation 20 points, donc on a déjà 60 points qui sont rien que sur le salaire, plus que 15 points sur les proportions hommes-femmes dans les différents services et au sein de l'entreprise, et puis les 10 derniers points, ça va être sur la parité dans les instances de l'entreprise. Sur les plus hautes rémunérations, est-ce que je vois D'accord. Donc à partir de là, donc cet outil est disponible en ligne, ça peut être accessible. Oui, ça peut être. Il est digitalisé. Il est digitalisé, donc c'est entièrement, c'est un service en ligne en fait. On peut y répondre en ligne, ou sinon on peut télécharger le petit questionnaire. C'est assez facile d'utilisation. Et du coup, alors là c'est pas trop le cas sur l'île de la Réunion parce qu'on a un bassin d'emploi un peu particulier. Il y a beaucoup de TPE, PME, mais c'est un index qui doit être obligatoirement évalué par les entreprises de plus de 250 salariés. Donc en métropole, c'est un index qui est très communiqué et très utilisé. Nous ici, on a accompagné quelques entreprises dessus, mais ça reste marginal et finalement peu ou pas représentatif. Mais en tout cas, l'idée, c'était quand même de les accompagner sur une démarche d'égalité professionnelle et il fallait bien qu'on rentre par une porte ou par une autre. Donc on est rentré par cette porte-là. Et pareil, à chaque fois, le but des ARACT, c'est quand même de rendre autonome
l'employeur et les différents salariés sur ces différentes thématiques. Et donc du coup, et après de pouvoir pérenniser. Donc une fois qu'on leur a expliqué comment fonctionnait cet index, ils ont pu dire ok, tiens, je vais faire la même chose sur mes parcours de formation. Est-ce que j'ai autant d'hommes que de femmes dans mon entreprise qui suivent les mêmes parcours de formation, etc., etc. Et donc du coup, c'est un truc qui marche bien. Mais... Alors j'imagine que vous avez pour cela une méthode, comme d'habitude. Vous proposez toujours effectivement une méthodologie et tout ça a déjà été largement pensé. C'est ça. La méthodologie, c'est celle que je vous ai présentée précédemment. Donc là, sous une autre forme, mais globalement, c'est cadrer, donc définir le cadre et le processus. Donc là, pour l'index EGAPRO, ça va être le cadre, c'est sur le salaire, mais on peut l'élargir sur d'autres paramètres de la QVT. Ensuite, à chaque fois, du coup, faire un état des lieux, procéder, qu'est-ce qui a déjà été fait dans l'entreprise, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe pas, ou qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter améliorer. L'expérimentation, du coup, ok, il existe ça et on souhaiterait l'améliorer. Comment on peut l'améliorer? On va faire une petite expérience, ne serait-ce que sur un service ou peut-être juste sur la structure d'accueil. Voilà, mais on prend un premier point qu'on va ancrer dans l'entreprise. Et puis, si ça fonctionne, c'est parfait. Si ça ne fonctionne pas, on recommence. Mais si ça fonctionne, l'idée, ça va être aussi de pérenniser. On a fait l'expérience sur un tout petit coin de l'entreprise, et maintenant, on va essayer de le généraliser aux différents services de l'entreprise. Donc ça, c'est itératif en général, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez constater, c'est expérimental et donc vous êtes en mesure de complètement. De proposer, c'est ce qu'on appelle une démarche d'amélioration en continu. Très bien. Alors, l'égalité professionnelle pour tous, c'est un vaste sujet, on le voit, ça touche aussi à la prévention des violences. Oui, ça peut être aussi sur la prévention du harcèlement. Violence verbale, violence sexiste ou autre sujet. Alors tout cela, ça amène effectivement, on parlait de nouvelles formes d'organisation du travail, et puis vous proposez un nouveau type de management, ou vous préconisez plutôt un nouveau type de management. Voilà. C'est ce qu'on appelle le management participatif. En fait, à chaque fois, dans nos démarches, c'est, comme on a pu le voir, au moment du cadrage, essayer d'avoir un comité paritaire représentatif des salariés. On essaie d'embarquer un maximum de personnes. Et par exemple, on a vu, il y a le climat social. Le climat social, il peut se décliner au quotidien dans les entreprises. C'est pas juste une fois par an, on se dit, tiens, on va faire un petit bilan du climat social dans l'entreprise. Oui, c'est le climat social, c'est... Et du coup, la déclinaison au quotidien, on s'aperçoit que c'est pas forcément que la direction. La direction va dialoguer avec les représentants du personnel, mais les représentants du personnel, ils doivent dialoguer avec les salariés. Les salariés doivent aussi dialoguer avec leur manager. Donc à chaque fois, on a une espèce de boucle ou un cycle. C'est au quotidien, c'est pas juste de temps en temps ou quand on réunit le CSE qu'on se dit tiens, on fait du dialogue social. Ça ne se limite pas aux instances, c'est une démarche globale qui suppose des interactions. Oui. Complètement. Et qui suppose quand même d'être aussi, de se voir, de pouvoir échanger, et pas seulement, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, pas qu'à distance, aussi en présentiel. Donc en fait, cette démarche, management participatif. Alors, en quoi ça consiste au-delà de ça, à part le dialogue social, c'est aussi une autre démarche, vous avez proposé une autre... Alors, pareil, on a pour le coup deux petits outils ludo-éducatifs qui sont ManageInnov, donc innover en management. Donc ça va être différentes petites cartes thématiques sur les interactions avec les salariés, les méthodes de management. Et du coup, pareil, là il y a une petite aide à la décision puisque on va venir classer ces différentes cartes sur est-ce que ça existe et j'ai pas envie d'y toucher, est-ce que ça se serait amélioré, est-ce que ça se serait carrément à créer, et du coup ça permet aussi d'ajuster ce management participatif au quotidien. Et puis qui dit ajustement de la charge de travail.
Et donc pareil, on a créé l'ARACT et les ANACT ont créé les essentiels de la charge de travail, qui pareil se présentent sous forme de petites cartes qu'on va venir classer et qui permettent aussi de décider sur quel chantier on veut aller, comment on veut réguler cette fameuse charge de travail, etc. etc. Bon, vous êtes effectivement prolifique en termes d'outils, d'ouvrages, de revues, de jeux même. Je vois que vous avez là, donc vous proposez un jeu, ça se joue à plusieurs. Comment est-ce que ça se joue Alors, un jeu sérieux? On peut appeler ça un jeu sérieux? Oui, un serious game. Un serious game. Complètement. Alors, ça peut se jouer au minimum à 2. Lors d'entretiens avec son manager, ça peut être un support à ces entretiens. Comme ça peut jouer, alors moi j'aime bien le jouer de cette façon-là, ça veut dire le jouer une première fois juste avec le CSE, et puis voilà, le CSE qui est composé des représentants du salarié et de plusieurs personnes de l'entreprise. Et puis le rejouer, mais cette fois-ci uniquement avec la gouvernance. Et puis du coup, mettre en avant les écarts de perception entre bien souvent la gouvernance qui se dit si, ça ils doivent le faire facilement et tous les jours. Et puis les salariés qui nous disent alors, oui, on le fait tous les jours, mais pas si facilement que ça, ou on le fait facilement, mais pas tous les jours. Mais parfois, il y a quand même des écarts et du coup, ces écarts, en fait, ça va être ça qui va permettre aussi d'amorcer les échanges entre les différentes instances des entreprises et du coup de la faire progresser, puisqu'on va venir réduire ces écarts. Alors, est-ce que ce management participatif est indispensable à la QVT? Alors, complètement. Parce que du coup, la QVT, c'est qualité de vie au travail, et auparavant, le dialogue social ou le climat social, ça restait une thématique de la qualité de vie au travail, avec un dispositif qui était, on essaie d'avoir une méthodologie paritaire où on embarque tout le monde avec nous. Donc ça, c'était la QVT, et depuis 2021, on est passé à la QVCT, qualité de vie et conditions de travail, et c'est devenu un impératif. Ça veut dire que maintenant, on ne peut plus mettre en place de démarche sans passer par une méthodologie participative et sur laquelle on vient embarquer tout le monde et en se basant sur le dialogue social. Voilà, donc les choses sont claires. Le management participatif est indispensable à la QVCT. Alors, bon, après avoir survolé ces thématiques, donc on avait revu l'ensemble de ces thématiques, comment faire un état des lieux? Alors, c'était ça. Donc, en synthèse, on a vu beaucoup d'éléments. Donc, les premiers épisodes de la saison 1, c'était surtout déroulé sur expérimenter puis pérenniser. Il y avait eu des exemples sur le télétravail, sur Elton Mayo, sur les modèles de sens au travail, motivation, mais on était déjà dans l'expérimentation et puis dans la pérennisation. Je vous ai représenté un peu différents outils de pérennisation, mais en effet, dans la méthodologie, on retrouve en étape 2, du coup, procéder à un état des lieux. Donc, comment procéder à un état des lieux? Et bien là, l'ARACT vous propose le GPS, donc c'est la gestion des perspectives sociales. C'est un questionnaire un petit peu long, on le fait en une demi-heure à peu près, mais ce questionnaire en fait va venir rebalayer l'ensemble des 6 thématiques de la QVT, avec pareil, on va venir demander donc à l'ensemble des salariés, puisque l'idée ça reste d'être sur une démarche participative et en s'appuyant sur le dialogue social, et du coup demander à l'ensemble des salariés, en fait on leur pose plusieurs petites questions, et ils doivent se positionner sur ok, ça c'est un chantier qui doit être prioritaire, ça c'est pas prioritaire. Donc à chaque fois, chacune des questions est dédoublée. On va avoir une première question qui est d'ordre général, et puis la deuxième question qui est une question un peu plus appliquée. Et donc nous, après, lorsqu'on vient venir traiter les données, on va venir moyenner les 2 questions, et donc ça nous permet aussi de nous assurer que les répondants ont bien compris chacune des questions.
Et du coup, en petite avant-première, le GPS, alors c'est un outil que j'aime beaucoup. Et du coup, si des entreprises réunionnaises sont intéressées, eh ben, c'est moi qui vous accompagnerai sur la mise en place et le déploiement du GPS. Alors n'hésitez pas donc à contacter Jean-Noël Amato. Alors c'est vrai que c'est un outil, si je comprends, en avant-première, donc c'est nouveau finalement comme outil pour vous à l'ANACT. Comment il est pas si nouveau que ça. Il date quand même, je sais plus, il est pas si récent que ça. Il date de 2016, mais du coup, alors ce qui est nouveau, c'est voilà, on a reformulé un certain nombre de questions, on l'a réajusté pour qu'il puisse s'appliquer dès les entreprises TPE, PME. Et pas uniquement les gros groupes. Donc voilà. Très bien, Jean-Noël Amato. Alors, nous arrivons au terme de cette synthèse, de cet épisode récapitulatif de l'ensemble de cette question QVT à la QVCT. Comment est-ce qu'on pourrait conclure et peut-être donner des perspectives aussi sur la suite, puisque nous démarrons donc une nouvelle saison de la série sur la QVT. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme menu ? Eh bien, alors, comme menu, j'aimerais bien revenir justement sur les méthodes de la QVCT. Hein. Donc, on avait vu qu'il y avait 4 grandes étapes, hein, le cadrage, l'état des lieux, expérimenté et puis pérenniser. Eh bien, ça va peut-être être ça, revenir sur, OK, le cadrage, définir le processus, qu'est-ce qu'on met derrière, comment on peut accompagner les entreprises, comment on peut voilà, cadrer la démarche. L'épisode numéro 2 de la saison 2 portera du coup sur l'état des lieux. Je reviendrai sur le GPS, peut-être plus en détail. Je vous présenterai d'autres outils. Le GPS est payant, mais on a d'autres outils du même type. Voilà, qui peuvent être plus courts et qui sont gratuits. Donc voilà, je vous représenterai ces différents outils. Pareil, l'expérimentation, on reviendra un peu dessus, et puis la pérennisation, la capitalisation, le transfert vers d'autres services et d'autres entreprises également. Donc ce sera l'objet des 4 prochains épisodes. Des 4 prochains épisodes, eh bien écoutez, nous attendrons impatiemment de pouvoir découvrir l'ensemble de ces éléments. En tous les cas, merci beaucoup Jean-Noël Amato, merci pour cette émission passionnante. Et puis rendez-vous pour un prochain épisode, donc on abordera cette question du cadrage de cette démarche. En tout cas, très bonne journée. C'est ça. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thank you.